Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de retrouver les éditeurs d'RCJ et le plaisir de mettre à l'honneur un de nos fondateurs, Monsieur Nicolas Philippe, fondateur avec son épouse, Martine Le Mallet, qui a créé une fondation pour une histoire juive universelle sous égide de la Fondation du judaïsme français. Votre fondation pour une histoire juive universelle se donne pour but de collecter et de mettre à disposition du public tout document sur l'histoire des Juifs, des communautés juives, du fait juif et de la pensée juive depuis les temps les plus reculés partout dans le monde. La Fondation pour une histoire juive universelle ambitionne ainsi de mettre en lumière 3 grands objectifs. Le premier, la perpétuation du fait juif depuis 2000 ans dans le monde entier à travers des parcours individuels. Et cette notion, je crois, individuelle, nous y reviendrons, est très importante à vos yeux. La richesse de la pensée juive, la diversité des courants qui l'animent, sa contribution au progrès de l'humanité. Et, pour finir, le troisième grand objectif, les grands débats, discussions, controverses ayant animé la vie intellectuelle et spirituelle des communautés juives dans le monde. Avant de nous expliquer comment vous avez mis en musique ces ambitieux objectifs et avec quels outils, pouvez-vous préalablement nous parler de votre famille et notamment de chez vous? Je crois que les femmes jouent un grand rôle. Je pense notamment au rôle de votre maman dans la transmission d'un judaïsme dont vous m'avez confié très silencieux, mais malgré tout très présent tout autour de vous. En effet, on vous a transmis aussi cela de manière magistrale. Votre maman, Béatrice Philippe, est professeure émérite des universités, écrivain et conférencière. Et en 1997, elle a été titulaire de la chaire de civilisation juive et directrice de recherche d'études hébraïques et juives à l'INALCO. Avec une telle ascendance, difficile de rester indifférent aux faits juifs. Nous en reparlerons. Ainsi, pour commencer cette émission, pouvez-vous nous parler un peu de votre enfance, du rôle des femmes et de l'origine de votre famille? Bon, c'est un vaste programme. Pas tant que ça. Bon, moi, je suis originaire d'une famille juive alsacienne, par mon père et par ma mère. J'ai épousé une femme qui est originaire de deux courants, de 2 origines différentes, marocaine et polonaise et russe. Donc, à nous deux, nous représentons une bonne part du judaïsme français tel qu'il est aujourd'hui. Ma famille à moi est venue à Paris à partir du milieu du XVIIIe siècle et elle s'est profondément laïcisée jusqu'au point de n'avoir quasiment aucune pratique religieuse. Moi, je n'étais même pas un juif de Kippour, je ne savais même pas que Kippour existait. C'est un peu ce dont je parlais quand je parlais de judaïsme silencieux, mais entouré de faits juifs incroyables. C'est-à-dire qu'on a toujours su que notre famille était juive, on a toujours su que c'était quelque chose d'important. Et mon père avait souvent répété cette phrase d'une amie de Proust qui disait « J'ai trop peu de religion pour en changer ». Donc on était juif, on ne savait pas très bien ce que ça signifiait, mais on savait que c'était important. Et au fond, à travers cette fondation dont vous avez rappelé les objectifs... que vous avez créé avec votre épouse, Martine Le Mallet, qui elle aussi porte un regard particulier sur le fait juif. Et donc c'est important de dire que cette fondation a été lancée par vous deux. Absolument. Elle, autrice ou auteur, je ne sais pas comment elle désire, oui. Et également éditrice. Donc c'est important, c'est vraiment un projet familial et un projet de couple. Alors c'est un projet de couple, en effet. Martine a écrit plusieurs livres sur le judaïsme, en particulier un livre avec le grand rabbin Sirat qui s'appelle « La tendresse de Dieu », qui est un livre important parce que justement il est à 4 mains et il est une explication du judaïsme, mais à travers deux courants complètement différents. L'ancien grand rabbin qui est porteur de tout l'enseignement religieux, enfin de la force de la Torah
et de cet univers religieux qui nous est, il faut bien le dire, assez étranger. Et puis, Martine, qui, elle, représente plus un courant universitaire, laïque, académique, exactement, mais avec cette volonté de chacun des deux de partager quelque chose, de comprendre que ce qu'il y a en partage est peut-être plus important que ce qui nous sépare. Et c'est un peu ça la vocation c'est beaucoup ça la vocation de ma fondation, c'est de montrer qu'il y a de multiples façons d'être juif, et de multiples façons d'être juif, pas seulement aujourd'hui, mais aussi par le passé. Parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, les chemins vers le judaïsme étaient, même dans les périodes les plus anciennes, pouvaient prendre des formes tout à fait différentes les unes des autres, tout à fait distinctes. Enfin, c'est une espèce de kaléidoscope tout à fait important qui a nourri un débat intellectuel intense, tout au long des siècles. Et c'est cette histoire de la résilience du judaïsme, parce que ce qui caractérise quand même, ce qui fait le point commun de tous les juifs depuis même avant la destruction du Second Temple, c'est le fait que les juifs ont toujours vécu majoritairement en dehors de la Palestine juive, et ils ont toujours vécu en étant des minoritaires au sein des populations qui les ont accueillis et auxquelles ils se sont intégrés. Et il y a là un mystère tout à fait extraordinaire qui est de se demander comment cette population éternellement minoritaire, qui avait d'ailleurs abandonné avant le sionisme toute revendication politique, toute revendication de souveraineté politique, tout ce qu'on peut trouver dans la troisième partie du Talmud, en fait, avait été complètement aboli. Comment est-ce que ces juifs-là se sont maintenus face à un milieu qui n'était pas toujours un milieu de persécution? Il y a eu évidemment des moments de persécution intenses, mais qui était le plus souvent un milieu qui tout de même était en compétition avec le milieu juif pour faire abandonner aux juifs leurs convictions, leurs croyances, leur fidélité, leur foi, leur appartenance au judaïsme. Quand on vous entend, et ça c'est en fait c'est pardon. Je vous en prie. Et donc c'est ça qu'on veut, enfin que je veux illustrer ou comprendre à travers la masse des documents qu'on met à disposition du public, qui sont des documents de la vie privée de tous ces juifs qui ont vécu avant nous depuis 600 ans dans tous les pays du monde. Alors, on entend aussi, quand vous parlez, on entend beaucoup de choses, parce que vous retracez l'histoire de l'humanité, mais on entend beaucoup comment ces juifs ont pu préserver ce judaïsme dans cette sphère privée. Parce que c'est vrai que le judaïsme a souvent été très discret, où on le vivait à l'intérieur. Il y a cette dualité entre la sphère publique et la sphère privée. Et puis, vous parlez aussi d'un mystère, d'un dualisme, vous aussi entre mythe et réalité de ce que c'est être juif. Et ce qui est intéressant dans votre... Il y a énormément de choses, et on parlera de l'outil extraordinaire que vous avez mis en place. Mais d'abord, pour parler encore de votre fondation, vous avez choisi, déjà, nous sommes ravis de la faire abriter à la Fondation du judaïsme français. Vous nous direz peut-être pourquoi. Et puis, dans votre dénomination, il y a un mot qui est essentiel, c'est l'universalité. Et l'autre mot qui est très important pour vous aussi, c'est l'individualité. Donc, ça pourrait paraître un peu antinomique, mais les deux ressortent très fortement de cette fondation. Oui. Oui, en effet, le point de départ de ma réflexion sur le judaïsme et sur l'être juif, c'est l'individu. C'est-à-dire qu'au lieu de partir des grandes théories explicatives du judaïsme, je pars du micro, d'histoires individuelles, et j'essaye de comprendre
en traquant en fait les personnages dont je peux récupérer des bribes de vie à travers des lettres, à travers des papiers, à travers des procès, à travers des actes qui sont parfois minuscules, je m'efforce de retracer une existence et arriver à comprendre comment ces Juifs ont pu subsister en tant que Juifs. Alors peut-être qu'il faut expliquer aux auditeurs votre outil, parce que sinon, on ne sait pas comment vous traquez tout ça. Donc, à partir de cette fondation que vous avez créée avec votre épouse, vous avez eu, à mon avis, pour rêve de faire un site qui est très réussi, un site internet qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est presque vertigineux parce qu'on trouve une foule d'informations. Vous allez nous expliquer comment vous l'avez pensé, quelle est l'ergonomie du site, mais vous avez traqué, si je peux me permettre ce mot, à travers le monde, des tas de documents. Vous nous parlerez de la nature de ces documents pour la présenter gratuitement au grand public et pour permettre à chaque individu juif dans le monde d'avoir son petit moment d'existence. Oui, en fait, à chaque individu, juif et non juif, en fait. Toute personne qui peut s'intéresser à ce destin extraordinaire du peuple juif, qui est unique au monde. Il n'y a pas d'autre peuple qui ait eu une telle destinée. Et en fait, effectivement, ces documents, ce sont des lettres, ce sont des actes de procès, ce sont ça peut être des guides des livres de cuisine, ça peut être des tickets de spectacle, alors peut-être pas, mais des affiches politiques. Bon, c'est tout ce qui est des actes de notaire. Tous ces documents qui nous viennent du passé, je les ai acquis depuis tout au long de ces 30 dernières années. Et on s'efforce de les mettre en perspective. Ce qui donne une image très différente, je crois, de l'idée qu'on se fait de la vie juive par le passé. Vous dites par exemple, vous avez dit par exemple que les Juifs avaient une vie privée assez confidentielle. C'est pas si exact que ça. Dans le cas, ça dépend des lieux et ça dépend des périodes. Nous avons dans notre corpus, par exemple, beaucoup de documents sur le ghetto de Rome. Le ghetto de Rome, la communauté juive de Rome, c'est la communauté la plus ancienne en Europe, puisqu'elle s'est installée à Rome avec l'arrivée de Titus et la victoire sur les Juifs. Et à Rome, il y a eu tout de suite une confrontation avec la papauté, justement sur la question du maintien du judaïsme, puisque les papes voulaient que les Juifs se convertissent au judaïsme et leur imposer l'obligation d'assister à des prêches le samedi après la synagogue, les obliger à financer des églises, des centres de conversion, et même, et c'est là, il y a des histoires absolument dramatiques dans notre collection, pardon, a voulu, à un moment donné, il y a eu des tentatives de conversion forcée, avec des rapts d'enfants par des nourrices, et des choses tout à fait dramatiques. Et là, on voit à travers les documents que nous avons la résistance des Juifs vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'ils négocient pied à pied chacune de ces contraintes et de façon absolument publique. Et donc l'idée que les Juifs étaient là en train de subir les coups qu'ils recevaient sans résister est à mon avis une idée absolument fausse. Un préjugé qui s'est beaucoup transposé à travers le temps. On a par exemple un document d'un Juif de Bologne qui se dispute avec son poissonnier. Il est conduit au commissariat de police et là il indique qu'il refuse de porter le signe distinctif des Juifs, et les policiers de l'époque, le notent
le note sur le procès-verbal que nous avons. Enfin, il y a tout le temps eu à la fois une opposition, une résilience, une affirmation de soi, et pas du tout l'idée qu'on était des moutons et qu'on subissait absolument tous les coups. Ce que je veux dire aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on a voulu, vous l'avez bien fait de rappeler qu'en effet, ce site, il est absolument ouvert à tout le monde, il n'y a aucune restriction, tous les documents sont numérisés intégralement, et je crois que je sais que nous sommes d'ailleurs la seule organisation à avoir fait de la sorte, c'est-à-dire que avec des commentaires en plus. Avec en plus des commentaires et des explications de la bibliographie, etc. Et moi, évidemment, ce que je souhaiterais, c'est que les gens s'emparent de cet outil et l'utilisent pour eux-mêmes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de documents ou qui peuvent avoir accès à des documents ou qui peuvent comprendre eux-mêmes, des enseignants, qui peuvent comprendre comment on peut faire passer un certain nombre de messages à des enfants, à des jeunes, à travers justement le travail sur un document qui est d'apparence anodine et qui en réalité peut révéler une richesse qui demande à être découverte par celui qui le manipule. Alors j'ai envie de vous demander, parce que dans ce site, effectivement, il y a plusieurs entrées, que ce soit la période, la périodicité, que ce soit la langue. C'est un site qui présente des documents en plus de 20 langues, je crois, oui. Que ce soit des personnalités que vous mettez en exergue. J'ai envie de vous poser 2 questions. Votre plus belle découverte et votre plus belle anecdote. Ah. C'est peut-être difficile parce que mais celle qui vous a ému peut-être le plus et peut-être aussi celle qui a été le plus épique, les documents les plus épiques à récupérer. Oui. Écoutez, je dirais que la plus belle découverte, c'est le dernier document acheté. Oh. Non, c'est pas une bonne réponse. Si, c'est très bien. Il y a toujours plusieurs réponses, vous savez. Mais une qui vous a ému quand Alors, vous l'avez... écoutez, non, mais ça m'a ému parce que hier, nous avons acheté une ketouba qui vient d'Inde, qui vient de Bombay. Et la communauté juive indienne... il y a quelque chose de très émouvant dans l'histoire de cette communauté juive d'Inde, avec un mythe d'origine qui est qu'il serait parti de Palestine dans un bateau, que le bateau aurait coulé, emportant avec lui toutes les Torahs et tous les livres qui avaient été transportés, et qu'il serait resté juste une poignée de juifs n'ayant plus aucun soutien livresque, et qui aurait, par la seule force de sa mémoire, pu transmettre quelques prières, le Shema Israël, etc. Bon. Et donc une espèce de judaïsme balbutiant qui, dans l'immensité indienne, a pu... pendant des centaines d'années, finalement, se maintenir. Alors, en adoptant aussi les coutumes les coutumes du pays. Par exemple, il y a des castes juives à l'intérieur de la communauté juive. Il y a eu un Gandhi juif qui a protesté contre les discriminations à l'intérieur de la communauté juive. Parce que notre histoire du judaïsme, notre histoire des juifs n'est pas une histoire toute rose. Il y a aussi des mauvais comportements, il y a aussi à l'intérieur des communautés des rejets, des ségrégations. C'est vraiment universel. C'est l'universalité de l'homme que vous cherchez à travers ces recherches, et c'est ce que vous avez vraiment voulu exprimer par ce site. Alors, je n'ai pas oublié ma deuxième question. Votre plus grande difficulté. Vous m'aviez parlé, je crois, de documents que vous aviez trouvés en Lituanie. Oui, alors en Europe de l'Est, effectivement, j'ai trouvé des documents à Berlin et puis dans la banlieue de Kaunas, qui est la patrie de Lévinas, des documents dans un pays où 99% de la communauté juive a été détruite, a été décimée. Puisque la synagogue bleue de Kaunas, c'est très impressionnant. Il y a ce monument à l'intérieur de la synagogue
où il n'y a pas les noms des gens, mais il y a les noms des communautés qui ont disparu. Donc tout le monde est parti. Et il se trouve qu'un peu par hasard, j'ai trouvé dans des HLM de la banlieue de Kaunas, dans un sous-sol, un intérieur de synagogue. Et j'ai pu, après pas mal de difficultés avec les autorités, rapatrier des documents qui sont des documents assez... qui sont des documents assez ordinaires. Il y a beaucoup de... Par exemple, il y a tout un fichier d'un orphelinat juif avec les factures, avec des choses comme ça. Mais comment rapatrier tout ça? C'est compliqué? Comment c'est ça, parce que vous trouvez dans certains pays où c'est compliqué de ramener parce qu'il y a des droits, donc là aussi j'ai envie de dire il y a un peu de James Bond là-dedans. Je ne le fais jamais en fraude et donc j'ai affronté l'opinion, enfin les autorités lituaniennes qui considéraient que c'était un trésor national, et je leur ai expliqué que non, que c'était pas un trésor national puisque c'était représentait une population que la Lituanie n'avait pas su défendre. Et après, en effet, quelques heures d'explication, on m'a laissé prendre l'avion suivant avec ma petite valise de documents sur cette synagogue disparue, détruite. C'est ce on a un peu envie de découvrir derrière chaque document. On imagine l'histoire individuelle. Il y a souvent des belles rencontres. Il y a souvent des belles rencontres avec des documents. C'est pour ça qu'il faut que les gens regardent, parce que oui, j'ai trouvé des documents formidables dans des poubelles, dans des quasi-poubelles ou par terre, dans des marchés aux puces. Par exemple, à Berlin, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se donnent aussi beaucoup de mal pour sauver des documents qui sont menacés. Souvent, pas pour des raisons d'oppression, mais simplement parce que les gens ne comprennent pas quelle richesse ils ont entre les mains, ce que représentent ces documents. C'est tout l'enjeu de votre site, dont vous allez rappeler l'adresse, si vous le voulez bien. Alors, ça s'appelle la Fondation pour une histoire du judaïsme universel, c'est fhju.org. Et donc, on peut inviter tous nos auditeurs à aller voir, parce que de toute façon, il y a soit une période, soit une personnalité historique, soit une langue. De toute façon, il trouvera un point d'ancrage dans ce site qui est très complet. On aimerait vous écouter des heures, parce que je pense que derrière chaque document, il y a une famille, il y a une histoire. Peut-être pour finir cette émission, comme la Fondation du judaïsme est évidemment une fondation tournée vers la philanthropie et la quintessence de notre travail de tous les jours, qu'est-ce que vous induit la définition de la philanthropie? Peut-être un mot? Alors, en un mot, ça va être compliqué. La philanthropie, je crois qu'il y a deux choses. C'est d'abord, je crois que c'est une tentative de réparation du monde. Qui est notre slogan. Regardez le monde. Je ne le savais pas. Et ben voilà, donc on est tellement en phase. Voilà. C'est regarder tel qu'il est. Et puis je crois que c'est quand même surtout une chance pour celui qui donne, pour celui qui est philanthrope. C'est une chance parce que c'est l'ouverture vers un nouvel horizon. Au fond, il y a assez peu de circonstances dans l'existence dans lesquelles on peut avoir une influence sur le monde. Sur les destinées. Il y a le bulletin de vote, bien sûr. Oui. Il faut aller voter, mais c'est quand même assez limité. Là, avec la philanthropie, on peut marquer de son empreinte quelque chose, l'histoire qui a tant d'importance qui permet de progresser. Voilà. Je sais pas si on est tellement en phase. Alors pour continuer dans la philanthropie, on va passer la parole à Rémi Serrouillat, qui est le directeur administratif et financier de la Fondation du judaïsme, et qui, comme